Bonsoir mes amis. Il y a eu une prise d'otage aujourd'hui en Australie, à Sydney. Ça a duré 13 ou 14 heures, ça vient de se dénouer. Ça a tenu le monde entier en haleine. Et il semblerait que le preneur d'otage, le terroriste donc, ait été tué. Il y aurait un blessé grave parmi les forces de l'ordre. Il y aurait plusieurs blessés parmi les otages et au moins un à deux otages qui sont décédés à ce stade. Alors, l'Australie a déjà eu affaire à des menaces pareilles. Par exemple, en septembre, ils ont arrêté une cellule djihadiste qui préparait l'enlèvement d'un membre du public au hasard. Ils prévoyaient d'enlever quelqu'un et de l'égorger devant une caméra et partager cela en ligne. Et donc, aujourd'hui, avec cet attentat qui s'est réalisé, qu'ils n'ont pas pu empêcher à temps, les Australiens se réveillent à une menace absolument extraordinaire qui arrive, si vous voulez, en top de leurs préoccupations aujourd'hui, qui est celle de la montée de l'islamophobie. Ça signifie qu'ils se disent comment aujourd'hui, avec ces images fortes qui vont tourner en boucle, qui ont tourné en boucle déjà sur toutes les chaînes de TV, mais qu'on va voir durant peut-être une semaine, 10 jours, comment faire en sorte que les gens n'aient pas de réaction négative envers l'islam. Vaste programme, mais le problème de ce politiquement correct, c'est qu'il va encore nous retirer l'opportunité de poser un certain nombre de questions qui sont tout à fait légitimes et essayer d'y apporter des réponses équilibrées et constructives. Aujourd'hui, ceci n'est pas possible parce que circuler, il n'y a rien à voir. C'est un déséquilibré, c'est un malade mental, ce que vous voulez. Alors, le site de ce gars a été retiré du réseau. Donc, dès que son nom est apparu dans les médias, son site a été coupé. Je pense qu'il y a eu trop de monde qui s'est connecté dessus. Ça fait tomber le serveur et son hébergeur l'a coupé. Ou bien c'est une censure. Mais avant cela, j'ai eu le temps donc de pomper le contenu du site internet. Alors, ce qui se passe, c'est que le site internet, il y a ici en grand une photo, je l'ai censurée au feutre parce que je ne tiens pas nécessairement à exposer les gens à des images dures. Il y a un certain nombre d'enfants, il y a 3 enfants morts par terre et une femme morte. Et ce qui se passe, c'est que j'ai pris donc cette photo et j'ai fait une recherche inversée sur Google pour essayer de comprendre d'où vient cette photo sur laquelle cette personne semblait cristalliser énormément de colère. Bizarre, cette photo apparaît sur plusieurs sites, mais avec des histoires différentes. Alors il y a un site, plusieurs sites même, qui disent ce sont des chrétiens qui ont été donc bombardés par les terroristes d'ISIS, dont l'Australie fournit un très bon contingent d'ailleurs. Euh, D'autres sites disent ce sont des gens de Gaza qui ont subi un bombardement israélien. Et lui semble dire que ce sont des frappes américaines et australiennes qui ont tué des musulmans, je ne sais où. Alors, ça m'étonne parce que quelqu'un qui nourrit une telle colère, normalement, doit au moins la baser sur des éléments concrets, alors que là, j'imagine qu'il n'a même pas fait une recherche de base pour arriver avec un matériel cohérent, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand j'ai vu la photo du gars et j'ai vu qu'il était habillé comme un chiite, c'est vrai que j'ai été extrêmement déstabilisé à un moment donné, parce que ce genre d'acte, parce qu'effectivement, le gars se réclamait d'ISIS, il brandissait un drapeau d'ISIS, d'ailleurs il a oublié le drapeau, pour vous dire le niveau d'organisation, ça signifie qu'il a dû s'abaisser à demander le drapeau aux autorités, dans le sens, c'est la première fois quand même qu'on voit un preneur d'otages dans l'histoire, preneur d'otages, on en a vu partout, on en a vu dans des cinémas, dans des avions, dans des écoles, et c'est la première fois qu'il y en a un où un symbole important de sa revendication, il l'a même pas sur lui, il a oublié ou il l'a paumé dans le métro ou je ne sais quoi. Donc il a dû le demander aux autorités et j'imagine que ça a dû être très difficile pour eux de trouver un drapeau de cette nature-là rapidement, quoi. Peut-être qu'ils ont dû fabriquer un à la photocopieuse ou autre. En tout cas, finalement, il en avait un. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, le gars? Je vous ai dit donc que j'étais surpris par le fait qu'il soit chiite. Mais en fait, il dit un truc extraordinaire sur son site. Là, je l'ai mis en jaune. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez pour le lire. Il dit clairement j'étais Rafidi. Alors, Rafidi, c'est un autre mot pour chiite. Les chiites se qualifient souvent de Rafidi. Alors, il dit j'étais Rafidi, mais je ne le suis plus. Maintenant, je suis musulman. Merci à Allah. Alors, en fait, pour vous expliquer,
Comme les chiites voient les sunnites comme des non-musulmans et vice-versa, n'est-ce pas? De l'autre côté, c'est tout à fait vrai aussi. Les sunnites voient les chiites comme non-musulmans et les chiites voient les sunnites comme non-musulmans. Le mec, il dit j'étais chiite et maintenant je suis musulman. Ce qui veut dire par là, j'étais chiite et maintenant je suis sunnite. Et maintenant ça signifie je vois les rafidis ou je vois les chiites comme non-musulmans. Donc voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'il s'est converti. Alors bon, on a affaire à un nouveau converti. Je ramène la lumière très rapidement, n'est-ce pas? Par un petit mouvement. On s'approche du solstice d'hiver, donc les journées sont très très courtes. Il fait nuit à 15h30 pratiquement, je ne peux plus faire de vidéo dehors pour le moment. Donc, je vous disais que c'est un nouveau converti. Mais alors là, la vidéo, nous sommes à la mi-décembre, nous sommes le 14 décembre 2014. Regardez quand est-ce qu'il s'est converti au sunnisme. J'aimerais que vous lisiez vous-même. Décembre 2014. En fait, il s'est converti au sunnisme littéralement la semaine dernière. Et immédiatement, il a décidé de commettre cet attentat. Ou bien, ayant décidé de commettre cet attentat, a décidé quand même de rejoindre le courant religieux qui aujourd'hui semble être le plus compatible ou semble justifier en fait ce genre d'atrocité. Alors, la deuxième page de son site, on le voit en train d'hurler et il va écrire un texte, il y a des PDF où il va écrire un texte pour ISIS et il va, si vous voulez, prêter allégeance à ce qu'ils appellent le calife, qui est en fait qu'un chef terroriste, à ce qu'ils appellent le calife, donc Baghdadi ou autre. Son Twitter, ça c'est un tweet datant du 1er décembre 2014, et c'est un tweet assez intéressant parce que là le gars il traite le président syrien Bachar al-Assad, il traite de terroriste, lui comme tous ceux qui le soutiennent. Donc c'est dingue qu'un type qui prend des civils en otage, qui prend des gens désarmés en otage, et l'outrecuidance ou la vulgarité de traiter Bachar al-Assad, qui est quand même quelqu'un qui est en train de nettoyer ce monde des terroristes, qui est en train de le traiter de terroriste. Mais en fait, si vous voulez, voici le résultat aujourd'hui de la politique occidentale. Ça signifie que Bachar al-Assad, qui est en train de lutter contre cette racaille-là, est traité de terroriste, lui et ses soldats. Et donc toute la communication occidentale est basée sur le fait que Bachar al-Assad est un terroriste et il devrait laisser la place à qui? Il devrait laisser la place aux combattants de la liberté, aux combattants de la liberté comme celui-là. Donc je me demande pourquoi, par exemple, les Australiens n'ont pas compris les demandes de liberté de ce gars-là, ils ne lui ont pas donné un siège au gouvernement, par exemple. Enfin. Vous comprenez, malheureusement, ce n'est pas en vendant son âme au diable qu'on peut lutter contre le terrorisme. Le gars était sous le coup d'une quarantaine il y avait une quarantaine d'accusations. Il y avait des affaires, des accusations en fait d'ordre sexuel en fait, de délits de type sexuel, donc qui étaient en cours d'instruction. Il avait aussi était impliqué dans l'assassinat de sa femme, qu'il avait fait brûler vivante. Je trouvais qu'une seule source qui dit ça, donc je ne sais pas, je n'ai pas encore de confirmation. Mais il semblerait qu'il ait brûlé vivante sa femme. Et je me demande maintenant, la question que je me pose, c'est comment on fait pour aller en prison en Australie? Parce que voilà un type, il y a une quarantaine d'offenses sexuelles sur sa tête. Il est complice d'un crime contre sa femme. Il appelle au djihad ouvertement. Il est étranger en Australie en plus. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dans la rue. Il est dans la rue, libre, en attendant de commettre, de passer à l'acte. Je ne suis pas très admiratif, honnêtement, entre nous, je ne suis pas très admiratif de la manière dont les Australiens ont géré cette crise, parce que le gars, il a passé la journée à circuler devant les fenêtres, faire le tour devant les fenêtres avec un iPad à la main. Il leur disait j'ai des bombes et ils l'ont cru, alors que c'était évident dès le départ que c'était du pipeau, parce qu'un gars qui arrive à une prise d'otage, il n'a même pas ramené un document de revendication propre ou même pas un drapeau de base.
Vous arrivez à croire qu'il a pu fabriquer des explosifs et qu'il les a plantés un peu partout dans la ville comme il prétendait? C'est du foutage de gueule, c'était bien sûr du pipeau, c'était évident. Le gars, il a passé toute la journée à faire des allers-retours devant les vitres, les journalistes ont pu le photographier, des gens qui suivaient le direct ont pu le voir, et les flics, là, permettez-moi l'expression, ils étaient comme des culs avec leurs flingues, il n'y a personne qui a agi. Je veux dire, un truc comme ça serait passé à Alger, je peux vous garantir que la police communale aurait été le chercher au bout de 15 minutes. Ça n'aurait pas duré plus que ça. Ça signifie que les news auraient annoncé plutôt une fusillade qui a éclaté en ville qu'une prise d'otage. Parce que maintenant, le problème, c'est qu'avec leur manière de gérer la crise, leur manière molle, en attendant que le gars flingue un des otages ou un truc comme ça avant d'intervenir, pour que ce soit plus politiquement correct, qu'on ne dise pas qu'il y a eu un usage excessif de la force, ils lui ont donné une tribune d'expression pendant 14 heures, 13 ou 14 heures. Une tribune d'expression mondiale. Ça signifie qu'en réalité, aujourd'hui, l'Australie, qui est déjà connue dans les milieux terroristes comme étant une soft target, ça signifie comme étant une cible facile, aujourd'hui vient de confirmer sa réputation, en fait. On voit la police de toute une ville mise en bloquée par un gars, n'est-ce pas, qui n'est même pas préparé. Et ils sont tous là, il n'y a personne qui a pu lui régler son compte à travers une vitre et puis que ça s'arrête là, quoi. Ils ont entendu qu'il y a un otage qui est mort. Maintenant que l'otage est mort, qu'il est à la morgue, là ils ont effectivement la possibilité de dire oui, on a dû quand même faire recours à la force vu la situation, quoi. Donc voilà mes amis. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que dans l'islam sunnite, il y a des narratifs qui se mélangent. Je peux vous donner des exemples précis. Je peux venir avec des livres qui datent de 700 ans, 800 ans, qui n'ont jamais été traduits en une autre langue que l'arabe. Je peux venir avec des exemples précis et vous montrer qu'il y a deux narratifs. Il y a un narratif de paix et un narratif de mort. Le problème, c'est que par une sorte de bizarrerie de la nature, parce que si vous voulez, quelle que soit l'idéologie politique, religieuse ou autre que vous avez, il y aura toujours des gens sur les siècles qui vous diront il faut tuer ensemble. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les sunnites choisissent toujours d'honorer et toujours mettre en avant les paroles de mort. Parce que si vous regardez, prenez par exemple Ibn Taymiyyah, il a des livres qui sont aujourd'hui l'inspiration du terrorisme, si vous voulez. Il a vécu il y a 700 ans. Il a des livres où il appelle à la tuerie, mais dès la première page. Est-ce que j'en avais un ici? Non, je ne l'ai pas ici, mais dès la première page. Ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui ont vécu la même époque que lui et ils le critiquent. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que c'est sa parole qui compte. C'est la parole du tueur. C'est la parole de celui qui dit qu'il faut tuer, qui passe en avant, qui est retenu. Alors qu'il y a énormément de gens qui sont très connus, qui l'ont critiqué à la même époque. Et donc, c'est sa parole à lui, c'est la parole de celui qui incite au terrorisme qui passe avant. Et malheureusement, ces paroles-là sont défendues également par les régimes arabo-musulmans. Ça, il faut le dire très clairement, parce que j'ai vu pas plus tard qu'il y a quelques jours, un imam est arrivé à la télévision égyptienne, il a commencé à parler, il a commencé à casser avec intelligence et sensibilité, il a commencé à casser un certain nombre de discours de mort que la nation sunnite traîne depuis des siècles, et les casser en se référant, pas sur son opinion personnelle, mais en se référant à des discours très respectables qui datent d'il y a très longtemps également. Donc il est resté vraiment dans ce contexte-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un ministre, alors je ne sais plus lequel, je crois que c'était des Affaires religieuses égyptien, il faut que je vous retrouve la vidéo, qui a téléphoné en direct à l'émission en menaçant de l'envoyer en prison. Vous ne verrez pas ça en France, vous ne verrez pas un ministre téléphoner à TF1 durant un direct, dire voilà je suis le ministre et menacer un invité de l'envoyer en prison. D'accord? Pour maintenir en fait le discours de mort. Ça signifie que les nations arabo-musulmanes, à leur tête, il y a des gens qui ont intérêt à maintenir ces discours de mort, parce que ça intéresse leur politique et ça arrange leur bidon, comme on dit. Donc voilà, je vous laisse ici. Je reviendrai plus tard avec des éléments plus spécifiques si ça vous intéresse. À bientôt.